ça, je pense que ce serait la première chose à faire si vraiment t'as pas de matériel. Il va falloir trouver un moyen, avec peu de charge, à disposition, de créer de la tension. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training. L'émission qui aborde toutes les questions liées à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor ou Athlétique Intuition sur les réseaux et aujourd'hui je suis accompagnée de mes deux associés, Thomas alias Wild South Trainer et Nicolas ou Tarzan from the Town pour les intimes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Pour cet épisode, on va parler adaptation, le mot d'ordre de 2020 et de 2021, l'adaptation dans les trainings. Tom, Nico, Bonjour. question bateau, mais on va démarrer par là. Peut-on continuer à progresser avec très peu de matériel ? Ouais, complètement. Ouais, franchement, on peut continuer à progresser. Après, effectivement, ça dépend ce qu'on recherche. C'est-à-dire que, oui, on peut continuer à progresser, mais il faut essayer d'identifier l'objectif, ou alors, en l'occurrence, peut-être utiliser une manière détournée d'arriver à notre objectif en faisant quelques changements et quelques adaptations. Ouais. Et du coup, vraiment, quel que soit l'objectif, la fermeture des salles, le manque d'accès au matériel peut pénaliser... Enfin, évidemment, pénalisera peut-être certains athlètes qui ont certains objectifs par rapport à d'autres. Mm-hmm. Ça, c'est une réalité. Bien sûr que complètement, il y aura forcément des compromis à faire. Mais moi, dans le principe d'adaptation, et je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais dans le principe d'adaptation, il y a effectivement la notion d'adapter les entraînements et d'essayer d'utiliser différentes notions au niveau des connaissances qu'on peut avoir pour faire en sorte d'aboutir à nos résultats malgré le manque de matériel. Et ça, on va un petit peu en parler. Mais il va y avoir aussi une notion d'état d'esprit et de mindset à avoir dans l'adaptation, qui pour moi est très importante. Et probablement qu'il va falloir aussi investir dans un certain type de matériel, ou alors trouver la possibilité de s'entraîner avec d'autres outils pour pouvoir s'adapter. Donc il faut avoir cette notion-là. Si aujourd'hui tu me dis est-ce qu'on peut s'adapter à tous les objectifs juste avec son poids de corps, bah je te dirais non. Ok. Voilà. Donc si je devais acheter une seule chose... Ah, c'est très compliqué ça. Pour m'entraîner là, pendant que les salles sont fermées. Quel est ton objectif ? Oui, voilà, ça commence comme ça. Bah, c'est une réalité. Quel est ton objectif ? Et en Ok. fonction, on voit l'outil. J'ai des objectifs. Par exemple, prenons un mec qui fait de l'haltéro. Je démarre par le plus dur. Ah, un mec plus qui fait de dur, l'haltéro. j'allais dire, parce que ça demande des charges, ça demande... Enfin, voilà, Exactement. Est-ce qu'on peut réussir, tout du moins, à le faire maintenir sa force sur le squat, sur son tirage, ou... Quelle serait votre stratégie ? Sans matériel, ça me paraît très très compliqué. C'est très compliqué. Ok, alors quelle serait là votre stratégie ? Vous avez votre athlète, un haltérophile, il a zéro matos, il se retrouve confiné, sans accès à une salle. Quelle serait votre stratégie ? Stratégie numéro 1, voir s'il peut pas quand même avoir le minimum d'équipement nécessaire pour un haltérophile, qui est une barre et des poids. Ok. Et si c'est pas le cas... Sans forcément avoir accès à tous les poids nécessaires, mais au moins avoir accès à certains poids et une certaine charge pour pouvoir ne serait-ce que travailler sur des complexes, travailler peut-être de manière un peu plus technique à ce moment-là. On va faire un compromis sur la partie force et se focaliser un peu plus sur la technique. Ça peut être un premier aspect. Ou alors trouver un espèce de compromis entre tout ce qui va être travail avec sac de sable, donc par exemple un sac de sable suffisamment lourd pour justement rendre le travail de force plus compliqué et plus pertinent avec peu de charge, mais tout en ayant quand même accès à une barre et avec un petit peu de poids pour pouvoir quand même travailler le mouvement spécifique lié à sa discipline. D'accord, alors mettons de côté le côté technique de l'haltérophilie et du mouvement que ça implique, mais juste du maintien d'une certaine force
par exemple? Tu peux... Force et explosivité, parce que quand même, Exactement. il y a il faut pas oublier qu'on reste sur un dominant de force explosive. Ouais. Écoute, pour en venir au matos, si t'as pas une barre, parce que c'est quand même Très spécifique comme activité. Ouais, comme activité, et puis tout le monde peut pas trouver une barre. Ouais. Toi, parce que t'es hyper déterminé et Je un suis peu un peu folle tarée. aussi, tu vois. Tu prends ta barre, tes poids avec ton chariot et tu mets dans la rue. Ouais, mais donc tu vois, tu ça vois- c'est l'adaptation, ça c'est un mindset aussi. Là, on est dans l'extrême. Bon, on est dans l'extrême, on est dans mais non, mais c'est clair. mais c'est l'adaptation. Pour Mais donner c'est, un petit peu le contexte aux auditeurs, il faut savoir qu'en fait, moi, à 2 semaines de confinement, de premier confinement, du coup, il y a plus d'1 an, j'ai dépensé, 700 balles dans du matos. Non, tu racontes pas tout. Attends, je commence par le Tu m'as commencement. envoyé un message et tu m'as dit Tom, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Et là, du coup, je t'ai dit qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux faire que tu veux toi faire? Et là, tu m'as dit je veux tout faire. Donc, on a fait une petite liste et effectivement, ça nous a fait 700 € de matériel. Et j'ai investi direct donc dans une barre et des poids. Donc je me suis entraînée pendant tout le premier confinement. Dans la rue. Non, dans normal. ma grange. Ah oui, c'est vrai. dans C'est la vrai. grange. D'abord dans ta grange. Et en fait, On après a fait du grange lifting et après, on a fait du street lifting. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, donc dans mon petit appartement de 18 mètres carrés, très très proche Paris. Et les salles étaient toujours fermées. Donc clairement, je ne pouvais pas lifter dans mon 18 mètres carrés entre le bocal de Gérard, mon poisson rouge, et Claude, mon ficus. Du coup, j'avais aussi acheté un petit Chariot. chariot, un petit diable, sur lequel je posais mes poids, mes disques, ma barre, et j'allais dans une rue piétonne, 100 mètres plus loin. Et je faisais mes complexes d'haltéro en plein milieu de ma rue piétonne avec les passants qui Donc on est qui d'accord, c'est un hallucinaient cas un extrême. petit peu, quoi. voilà. Donc, C'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme ou une femme faire ce genre de une choses. grosse adaptation. Donc pour ceux qui n'achètent pas de vélo et tout son matériel et tout ce qui s'ensuit, ça peut être effectivement, je dirais, soit dumbbell ou kettle. Les kettle réglables par exemple que tu as eu là, c'est une bonne ça dépanne pas mal quoi, parce que tu peux travailler des angles de travail qui sont peut-être un peu différents, un peu plus faibles avec des charges du coup qui Bien sont sûr. moins importantes. Bien sûr. Travailler de manière un peu unilatérale, donc qui te force à utiliser vraiment que le côté gauche, soit le côté droit. Du coup, t'as pas de compensation. Tu peux en profiter également pour régler quelques déséquilibres à ce moment-là. Tu vois, ça peut être aussi une solution. Ça veut dire comme t'as pas le matériel spécifique pour tel ou tel objectif, tu peux également en profiter pour aller chercher des petits points d'amélioration sur tes points faibles que tu n'aurais pas forcément fait. Tu vois, si tu avais eu tes barres avec ta charge et qu'aujourd'hui c'était ta séance lourde. Tu vois, voilà. Donc ça peut être aussi cette option-là. Mettre à profit finalement ce temps C'est ça. qu'on te donne pour complètement. bosser sur tes Complètement, faiblesses. bien sûr. Ça, je pense que ce serait la première chose à faire si vraiment t'as pas de matériel. Ce serait là-dessus. Ouais. Justement, pour parler des vases communicants dans l'adaptation, Vas-y. ça serait, comme dit Nico, de regarder quels sont, on va dire, tes facteurs limitants. C'est-à-dire qu'au niveau de ton développement de ta force, au niveau de ton développement de l'explosivité, quels sont les facteurs limitants structurellement parlant, donc au niveau de ton équilibre musculaire, de ton équilibre structurel, qui peuvent justement t'aider à essayer de moins compenser. Donc tu essaies de les déterminer, de les trouver. Donc ça peut être un travail unilatéral compensatoire par rapport à un travail sur 2 jambes. Et il va falloir aussi, si ton objectif, là on reste sur l'objectif de l'augmentation de la force et notamment de l'explosivité, il va falloir trouver un moyen avec peu de charge à disposition de créer de la tension. Parce qu'on sait que c'est la tension mécanique qui permet justement de développer, on va trouver un moyen de développer de la tension mécanique. Et même si l'objectif c'est de développer de la tension mécanique spécifique par rapport à un geste, là on va devoir faire un hack et trouver une façon de développer la tension mécanique en jouant sur quoi ? Les bras de levier, les angles de travail, les régimes de contraction. Ok, donnons des exemples concrets à chaque fois. Genre, bras de levier, c'est-à-dire... Bras de levier, c'est-à-dire que par rapport à l'appui que tu peux avoir par rapport à la charge, donc si on prend un kettlebell, travailler sur une augmentation donc, de ton bras de levier au niveau du kettlebell, par exemple avec le kettlebell au-dessus de ta tête, plutôt que proche du corps, Ok. pour rendre la charge plus difficile
et du coup créer une tension mécanique plus compliquée. Aussi, ouais. Évidemment que ça va pas faire que créer de la tension mécanique, il va y avoir de l'instabilité qui va rentrer en jeu, il va y avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, mais on est toujours en train de trouver un système de hack. Si on utilise cette kettlebell, ça peut être plutôt que de faire du squat avec ces kettlebells, de faire du pistol ou faire par exemple des fentes. Effectivement que le travail en unilatéral est intéressant et peut permettre justement d'avoir une amélioration au niveau bilatéral. Ça remplacera pas ton bon vieux squat lourd, mais on est dans l'adaptation. Donc l'idée, il va y avoir plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Un tempo différent pour créer plus de tension mécanique, jouer sur des régimes de contraction, donc en faisant par exemple un mélange d'isométrie, d'excentrique avec un petit peu de concentrique par exemple. Donc ça, il faut jouer sur les différents régimes. Il y a plusieurs hacks que tu peux trouver qui peuvent justement te permettre de créer de la tension mécanique. Moi, ce que j'aime bien, notamment quand il y a peu de charge, c'est de mélanger un peu les régimes de contraction. Donc de faire une méthode qu'on appelle du lourd léger, que j'adapterai, parce qu'on n'a pas forcément du lourd, mais de créer de la tension mécanique avec les bras de levier comme on a dit, avec les angles du corps, et de travailler avec un mouvement combiné qui va être plutôt du squat jump, un mouvement explosif. Donc ça peut être par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai ma kettlebell, je fais du pistol avec ou des fentes en m'assistant le moins possible de ma deuxième jambe, en étant vraiment sur une jambe. Je fais ça des deux côtés et je combine ça avec soit des fentes sautées, soit avec des squat jump. Pour justement essayer d'avoir un peu les deux mondes, c'est-à-dire la partie tension mécanique lourd et la partie dynamique explosivité par exemple. Ok. Complètement. Ça reste un hack. Les angles de travail aussi, on en parlait au départ, les angles de travail, c'est un truc que j'utilise pas mal. Bien sûr. Tu vois, je trouve que ça aide, ça permet aussi de casser la routine un petit peu des entraînements aussi. Les angles de travail, c'est-à-dire Les angles de travail... par exemple au niveau d'une pompe, c'est-à-dire Ouais. que tu vas avoir ta pompe normale, selon que tu décales ta main l'une par rapport à l'autre, ou selon que tu déportes un petit peu plus de poids d'un côté ou de l'autre, voilà, après tu lèves tes jambes, tu les redescends. Exactement. Voilà, toutes ces choses-là, et tu vas voir que tout de suite, tu vas ressentir des pompes. Il y a des pompes qui vont être beaucoup plus faciles à faire et d'autres qui vont être beaucoup plus dures. Donc, sans mettre de charge, sans avoir de pompe lestée, là, indirectement, tu viens de faire une progression sur ta pompe et donc automatiquement augmenter ton stress mécanique et potentiellement ta force aussi par la suite, quoi, tu vois. Et après, tout dépend de là où tu pars. Si t'es quelqu'un qui a un squat magnifique avec une mécanique de mouvement magnifique, c'est vrai que retravailler sur la connexion neuromusculaire, donc entre ton cerveau et ton muscle, retravailler sur de la mécanique propre de squat, ça va pas forcément t'apporter autant. Par contre, si t'es quelqu'un qui a encore du travail à faire au niveau de ta dynamique de squat, ta mécanique de squat, et justement prendre le temps pendant ce moment-là où t'as pas accès à du matériel de retravailler un peu les bases, de retravailler la mécanique du squat, de retravailler un petit peu de l'amplitude complète, de travailler de la posture, et en fait ça va avoir énormément de travail bénéfique lorsque tu vas pouvoir réaccéder à de la charge. Là, on arrive quand même sur un contexte où ça va faire quasiment, enfin pas non-stop, mais quasiment un an, enfin plus d'un an, où les salles sont fermées. Donc tout ça, je trouve que ça fonctionne bien, ou ça va bien fonctionner sur un premier confinement où on se disait qu'on en avait pour 3 mois et qu'ensuite ça... Pousser. on allait pouvoir retrouver notre contexte d'entraînement habituel. Là où ça n'a pas été le cas et où on se retrouve un an après à avoir encore des difficultés à s'entraîner, entre guillemets, normalement, est-ce que ça serait pas intéressant pour des objectifs qui sont difficilement atteignables avec peu de matos, se focaliser finalement sur d'autres objectifs et jouer sur ce système de vase communicant, c'est-à-dire de se dire, voilà, je vais mettre en tête un autre objectif, mais qui par la suite, quand je reprendrai une routine des mois après sur mon objectif initial, sera bénéfique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout à fait pertinent. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est très bien de penser de cette manière-là, parce que du coup, tu l'abandonnes pas et tu essaies de trouver une solution pour développer autre chose, c'est de ne pas perdre ton temps, tu vas aller vraiment de l'avant sur une autre discipline ou un autre domaine, et ensuite pouvoir faire le transfert directement sur ta
C'est pour ça que par exemple tu me donnais la notion de force qui est une notion qui peut paraître très simple quand on regarde ce que ça signifie en termes, on va dire, physiques, quand tu regardes la définition physique de ce que peut être la force. Mais il y a aussi d'autres aspects qui vont intervenir dedans, c'est-à-dire ta mobilité, ta stabilité, donc l'équilibre entre les deux, ta capacité à développer de la force sur un grand angle de mouvement, une grande amplitude par exemple. Donc effectivement que si tu es quelqu'un qui a tendance à être un peu figé, un peu bloqué, peut-être que d'ouvrir le spectre d'amplitude de mouvement va pouvoir justement être bénéfique plus tard sur ton développement un peu plus global de ta force. Et après, il faut carrément aussi être ouvert sur la possibilité si tu avais un objectif numéro 1, 2 et 3, de trop focaliser sur un autre objectif. C'est-à-dire que ton objectif numéro 1, à la base, il était vraiment basé sur la force et l'explosivité. À un moment donné, ça fait 1 an que tu te retrouves limité parce que t'as pas la possibilité ou l'envie d'investir dans du matériel qui te permette d'accéder à plus de charges, à plus d'équipements. Il faut être capable aussi de switcher et passer peut-être à l'objectif 2. Quel est l'objectif 2 ? Est-ce que l'objectif 2, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, avec les éléments qu'on a, c'est faisable ou pas ? Si c'est faisable, on y va. Ce que tu disais, c'est intéressant parce que moi, j'ai des athlètes qui se retrouvaient frustrés d'avoir l'impression de ne pas progresser, et c'est vraiment une impression, parce que justement, quand tu n'as pas accès à du matériel et tu n'as pas accès à une charge externe que tu es capable de visualiser en termes de plus 1 kg, plus 2 kg, plus 3 kg, plus 4 kg, tu vois pas trop ta progression. Par contre, j'en ai certains qui ont eu l'opportunité au bout de 6 mois ou 8 mois de réaccéder à une salle normale et qui ont vu en fait une progression exponentielle parce qu'on s'est refocalisé sur d'autres choses. Là, j'ai encore d'autres athlètes qui travaillent avec peu, voire pas de matériel. J'attends de voir que les salles réouvrent pour voir si les protocoles qu'on a mis en place avec eux sont bénéfiques et nous permettent, malgré le peu de matériel, de quand même avoir un gain de force par rapport à ce qu'on avait et les charges qu'on avait avant le confinement. Je pense que c'est fort possible que oui. Maintenant, il faut aussi, et je pense que c'est important, dans le travail que tu as avec ton coach, ou même si tu n'as pas de coach, si tu es quelqu'un qui t'entraîne tout seul, regarder dans ta liste et voir qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire actuellement et qui peut être bénéfique. Par exemple, je te donne mon exemple qui est vraiment personnel. Le confinement m'a amené, même si j'avais par rapport à certains quand même du matériel, j'avais un espace qui était assez ouvert, mais comme je pouvais pas m'entraîner exactement comme je voulais avec le matériel que j'avais et l'espace que j'avais, contrairement à une salle tout équipée, et moi je me suis refocalisé sur quelque chose qui a rien à voir en plus avec ce que j'aime de base, mais qui est l'endurance fondamentale et tout ce qui va être la course, le vélo, etc. Et aujourd'hui, je vois que il y a quand même des choses bénéfiques sur mes qualités physiques globales, le fait d'avoir intégré plus ça. Même si je ne l'ai pas fait à la base pour ça. Donc, sur ce que disait sur le premier podcast qu'on avait fait avec Nico, être capable d'explorer aussi d'autres choses, si jamais tu n'as pas un objectif ultra précis et dans une donnée de compétition ou autre, et en fait tu peux être surpris. Faut rester ouvert. Adaptation c'est bien, mais il faut rester ouvert aussi. On approche là la dimension très mentale aussi de l'adaptation. Ouais, complètement. Et du mindset. C'est-à-dire... Celle-là, ouais, vas-y. Ouais, la capacité à... s'adapter à la situation d'aujourd'hui. Ouais, finalement à rester optimiste dans sa vision de l'entraînement et de déjà se conditionner et de pas se dire ok, j'ai plus de matos, j'ai plus de salle, c'est fini, tous mes efforts vont être réduits à néant. Je crois que ça a été en adaptation, là on parlait beaucoup de matos et d'entraînement, mais je crois que l'adaptation la plus difficile c'est l'adaptation mentale. C'est le côté mental, le mindset. Nous, ce qu'on ressent beaucoup en tant que coach par rapport à nos élèves, c'est beaucoup d'accompagnement là-dessus. Tu vois, c'est même pas tel matériel ou tu vois, c'est secondaire. Vraiment, le côté le plus dur à retravailler, c'est ok. Comment faire en sorte d'être autant discipliné qu'avant, alors que je suis chez moi
En plus, là, on vient de sortir de l'hiver, donc à l'extérieur, c'est encore plus compliqué d'aller s'entraîner. Donc c'est là où s'adapter, essayer de faire au moins le minimum de ce qu'on puisse faire pour pas perdre, on va dire, tous les efforts des entraînements précédents, quoi. Donc là, l'adaptation, elle est... ça va être nous en tant que coach, s'adapter à, on va dire, le mindset de la personne qui est en face de nous. Et puis notre élève, il faut pas comment dire, il faut pas se bloquer, justement, dire tout est fini, j'ai pas de matériel, il n'y a plus de progression qui est possible. Il y a toujours plein de choses à retravailler, on a toujours tous des petits points faibles sur lesquels on peut bosser. Et c'est un peu compliqué à expliquer là-dessus. La preuve est que Tom, toi, tu as des athlètes qui ont extrêmement peu de matériel. Tu es en train de mettre en place un certain nombre... Enfin, t'as mis en place depuis longtemps des protocoles pour les accompagner, pour pallier à ça. Pour pallier à ça. On attend de voir le résultat quand les salles vont réouvrir. Mais, en tout cas, pour l'instant, c'est très positif. Tu peux parler peut-être un peu de ces protocoles ? Alors, notamment, alors j'aime pas trop parler de protocole précis pour l'instant parce que pour moi, tant que c'est pas quelque chose que j'ai mis en place avec suffisamment de personnes, ça vaut pas ce que ça vaut. C'est-à-dire que pour moi, ce protocole, j'estimerais qu'il vaut ce qu'il vaut lorsque je l'aurais mis en place sur une cinquantaine de personnes et que j'aurais obtenu des résultats positifs sur ces 50 personnes. Aujourd'hui, ça reste encore à l'échelle d'embryon, mais par exemple, un protocole que j'ai développé notamment pour le squat, c'est le protocole, ce que j'avais appelé du pistol, où en fait j'avais travaillé, c'est un truc que j'avais testé sur moi-même d'ailleurs, oui, je me souviens. Et que j'avais testé avec plusieurs athlètes, où en fait mon objectif c'était de tester, moi je l'avais fait complètement différent, c'est-à-dire que j'avais testé mon max au squat à peu près au moment du confinement, parce que c'est le dernier chiffre que j'avais en tête. Et j'avais retesté mon max 12 semaines après le protocole, donc 3 mois à peu près après le protocole. Et le protocole me faisait faire du travail en pistol 3 fois par semaine avec différents types d'efforts. C'est-à-dire qu'une fois, je faisais ce que j'appelle un effort maximal, donc c'est-à-dire avec le plus de charge que je pouvais à l'époque, en jouant sur le tempo et en jouant sur un maximum de tension mécanique, avec des reps courtes. Une fois, je le faisais ce que j'appelle en effort répété, donc à poids de corps ou avec peu de charge, et j'essayais de faire un maximum de répétitions, donc plus pour jouer du coup sur l'augmentation de la masse musculaire et l'hypertrophie. Et une fois dans la semaine, je faisais ce qu'on appelle en effort dynamique, donc en pliométrie ou en explosivité, pour pouvoir justement jouer sur les facteurs d'élasticité et les facteurs de réflexe myotatique un petit peu liés à la force. Donc jouer un petit peu sur les 3 facteurs de la force, le facteur nerveux, le facteur structurel et le facteur plutôt lié à l'élasticité avec un petit peu de nerveux aussi, parce que dans le travail d'explosivité, il y a quand même aussi un gros facteur sur la synchronisation, mais on va pas trop développer ça là aujourd'hui. Et pour l'instant, sur 25 personnes, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, on a une augmentation, donc plus ou moins prononcée en fonction des personnes, qui va de plus 20 kg à, pour la plus... En moyenne, plus 20 kg. On a du 35 pour le plus élevé et on a du 10 ou 12 kg pour le moins élevé. Du coup, sur un squat... Sur un max au squat. Sur un max au squat. Ouais. Okay. Pas mal, en 10-12 semaines. Ce qui n'est pas négligeable, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas négligeable. Moi, je le prends. Après, ça dépend d'où tu pars. Encore une fois, voilà, vois, le problème, c'est ça. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend... tu vois, c'est déjà un expert dans le domaine, y en a, ta marge de progression, elle est beaucoup plus fine que celui qui débute. Bien sûr. C'est connu. Genre moi, par exemple, j'ai pas eu une augmentation énorme, mais j'ai eu une augmentation quand même. À savoir que quand même avant confinement c'était pas représentatif parce que ça faisait longtemps que j'avais pas squatté non plus, mais bon, entre les deux en tout cas il y a eu 0 squat en termes de squat. Et après la raison pour laquelle il y a une amélioration, elle est multiple. Ça va dépendre de certains athlètes. Certains athlètes, c'est parce qu'en fait ils ont vraiment amélioré leur stabilité et le travail postural nécessaire pour le pistol qui s'est quand même transposé un petit peu sur le squat. Pour certains, il y a eu une grosse amélioration de leur mobilité. Pour d'autres, il y a une amélioration de leur recrutement musculaire, etc., etc. Donc il y a plusieurs, et pour certains, c'était carrément une augmentation de la force pure. Donc il y a plusieurs idées.
moi, ce genre d'éléments, franchement, moi j'ai kiffé le confinement. J'adore. Franchement, un truc comme le confinement en mode apocalypse. Au départ, les programmes, je les appelais Walking Dead. Tu vois, tu te rappelles, je me souviens. Walking Dead Protocol, tu vois. Moi, j'adore ça. J'adore ça. L'adaptation, c'est quelque chose que Ça te vraiment. stimule, ça me stimule, t'adores en fait. trouver des hacks et Exactement, trouver des t'as tout compris. solutions T'as tout compris. aux problématiques de tes athlètes. Donc, Mais comme le disait Nico, je pense que le plus gros point vraiment à mettre en avant chez les athlètes et les gens qui écouteraient ce podcast sur l'adaptation, c'est comme disait Bruce Lee. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est super intéressant qui s'appelle Be Water, que j'ai regardé dans l'avion. Parce que oui, je suis parti au Costa Rica pendant le confinement, et j'assume. Bruce Lee, il a un mot qui dit Be Water, man. Be Water, donc c'est être comme de l'eau. Et dans le être comme de l'eau, tu as un principe qui est lié à la résilience. Donc le principe de résilience, ça veut dire... alors c'est pas exactement égal à l'adaptation. L'adaptation, c'est une chose. La résilience, c'est dans l'acceptation des choses. Et dans cette acceptation, il faut faire avec ce que tu as. Et accepter que de toute façon, à un moment donné, ce que tu as peut être largement suffisant pour obtenir du résultat et aller là où tu veux. et on va arriver sur, encore une fois, un sujet qu'on traitera dans un autre épisode, parce qu'il mérite un épisode en tant que tel, mais sur l'intention. Bien sûr. Et du coup, de ton mindset et de la vision, de ton mindset sur la situation et sur toi, ta capacité à t'adapter, va découler l'intention que tu vas être capable de mettre dans tes entraînements. Ce que tu dis, c'est très vrai, parce qu'en fait, si quand tu t'adaptes, tu as l'impression de bricoler, tu progresseras pas. Et l'intention, parce que l'intention... Explique un petit peu ce que c'est rapidement l'intention. Alors, l'intention, c'est l'énergie et l'intensité que tu es capable de mettre en place dans une méthode ou un outil qu'on t'aura donné dans les mains. Par exemple, sur un squat, quand il me demande sur une série de squats, il me met un tempo, et sur la phase concentrique, l'objectif, l'intention que je dois mettre sous ma barre, c'est de la remonter le plus rapidement possible. Exactement, par exemple. Et d'exploser. Donc, voilà. Par exemple, ça va être... Très concrètement, c'est l'intention ça, c'est l'intention que tu vas mettre sur le mouvement. Exactement. Moi, je dis que le résultat, donc ta progression ou ce que tu as, est égal à quoi ? On avait dit c'était l'intention, tu te rappelles, et... Si, tu te rappelles. Mais oui, mais j'ai pas le mot exactement, je vois derrière. Il y avait l'intention et l'envie. Tu te rappelles, donc tu avais l'envie, donc j'ai envie de le faire, et ce que tu es capable de mettre. En réalité, il y a un équilibre entre ces deux choses-là, d'ailleurs, qui est lié un petit peu à ce principe d'adaptation et de résilience. C'est si tu crois pas en ce que tu fais, il y a peu de chances que ça marche. Donc c'est pour ça que même quand tu prends un coach, au-delà des compétences du coach, c'est quand même important la confiance que tu vas avoir en ce coach-là. C'est-à-dire que ces compétences seront décuplées si tu as cette confiance-là. Si on en revient à l'attention au sein de ta séance, c'est de temps en temps, 3 séries avec la bonne intention valent beaucoup plus que 4, 5, 6 ou 8 séries sans intention. Les séries sans intention, c'est il y a écrit sur mon papier. Il y a écrit sur ton papier et tu fais. Il y a écrit je dois faire 10 reps, je fais mes 10 reps. T'es pas concentré, t'es pas dans ton mouvement. Il faut vraiment que tu sois à l'intérieur pas concentré de toi, et que tu te vois descendre, tu te vois bloquer, et puis tu mets la vitesse. Même si tu remontes doucement, l'intensité, tu vois, tu t'imagines le faire et exploser sur ta montée. Même si en vrai, avec ta vidéo, tu remontes à 2 à l'heure, mentalement, t'as vraiment l'intention justement de le faire, et c'est ce qui va te permettre d'avoir une progression. Effectivement, et tu le retrouves sur plein de choses, l'intention. Le Mind Muscle Collection, c'est pareil. On joue beaucoup ça avec hyper important. Nos clients. Même si aujourd'hui il y en a qui vont dire ouais, mais à un moment donné il faut mettre de la tension mécanique. Ouais, il faut mettre de la tension mécanique, et la charge va se gérer de l'intention. Parce qu'à un moment donné, si tu as de la charge qui t'écrase, tu vas émettre une intention forcément. Mais l'idée, c'est aussi de trouver le moyen d'émettre de l'intention. Moi aujourd'hui, avec les voyages que je fais, ou le fait que j'ai accès à peu de matos, c'est ce qui me permet de quand même garder une certaine influx nerveux et une certaine connexion nerveuse. C'est de quand même mettre de l'intention dans des exercices et de créer la fatigue musculaire, de créer de la tension mécanique, malgré le fait que derrière, en fait, je suis juste au poids de corps. Donc ça, c'est quelque chose que, notamment, qui est encore beaucoup plus efficace chez un débutant d'ailleurs, en termes de positivité, que chez quelqu'un qui est un peu plus avancé forcément, mais c'est quelque chose qu'on peut développer avec nos athlètes, et c'est quelque chose qui va être aussi primordial.
sur les choses, parce qu'on s'éloigne, on est sur l'intention, mais tu vois, c'est des sujets sur lesquels on peut parler, on peut se focaliser. Quand on a un athlète à distance, par exemple, on peut le faire travailler là-dessus. Du coup, on s'adapte par rapport aux salles qui sont fermées. Peut-être choses qu'on aurait peut-être porté moins d'attention, tu vois, là-dessus. Bien sûr. Tu vois, parce qu'on aurait eu la cage à squat, les tapis, on aurait travaillé sur d'autres choses et on n'aurait peut-être pas pris le temps de bosser là-dessus. Et là, le fait que la situation actuelle nous oblige à nous adapter, on peut travailler sur ce sujet, tu vois, et commencer à le faire et de l'intégrer auprès de nos élèves. Donc, mais tu vois, dans une société où les gens ils aiment bien varier et ils sont un petit peu, je dirais qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société où les gens ils aiment bien changer tout le temps, alors qu'on sait, nous on sait en tant que préparateur physique, on essaye toujours de trouver un peu cette ligne entre efficience et ludicité. Donc est-ce que c'est très efficient, est-ce que c'est ludique? Il faut trouver un juste milieu entre les deux, parce qu'à un moment donné on est quand même avec des gens pour qui uniquement faire pour avoir du résultat fonctionnerait, eh ben, il ne serait pas en train d'aller à gauche, à droite, de changer tout le temps de méthode, changer tout le temps d'entraînement. Du coup, de temps en temps, ce qui est intéressant un petit peu avec le phénomène aujourd'hui d'adaptation lié à la crise sanitaire, c'est qu'en fait on s'est refocalisé sur des bases, on s'est refocalisé sur des choses essentielles, sur moins de variété, et en réalité c'est bien. Pas mal de qualité, quoi. Pas mal de qualité, et tu verras que là je le vois déjà, moi, à petite échelle, mais à la réouverture de certaines salles ou certains groupes de salles qui font du small group training, que ce soit du crossfit ou que ce soit d'autres types de small group training comme du bootcamp et autres, et ben, certaines personnes qui ont eu l'intelligence de se focaliser sur ces choses-là, dans ce principe d'adaptation, en ayant se dire, ok, bon vas-y, bouger dans tous les sens, avec des charges, avec des outils qui sont variés, qui changent tout le temps, je peux plus le faire. Donc du coup, je vais pas continuer à bouger dans tous les sens avec mon corps en faisant un petit peu des challenges, 200 squats, machin, sans critiquer. À un moment donné, c'est bien de bouger parce que c'est important, mais c'est pas le but si vous voulez continuer à progresser, tu vois. Et bien tu verras que ceux qui sont focalisés sur peut-être plus de travail gymnique, de travail de corps, par exemple, on parlait du corps, mais de revenir sur, parce que le travail du corps, tu peux le faire sans matériel, quoi. Travailler tes abdominaux, ta sangle abdominale, parce que le corps c'est plus global que la sangle abdominale, c'est ce qu'on appelle le centre en fait, le noyau. Et ben tu verras que en réalité sur le principe de vase communicant, tu auras un transfert qui va se faire, quoi. Et tu auras une progression qui va se faire. Bien sûr. C'est évident. C'est évident. Donc mais ça on peut le voir régulièrement, quoi. Bien c'est sûr. Pas c'est vraiment quelque chose qui on parlait non, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. On parlait sur notre premier podcast du triangle magique. Tu vois, on retrouve encore des connexions qui se font là-dedans, quoi, tu vois. Mais je pense que la plus grosse adaptation, elle reste quand même mentale. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que tu disais sur l'intention, pour revenir à ce que tu disais sur il y a une grosse transformation psychologique et mentale à faire, et un travail d'acceptation, pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Let's go, on y va. Ouais. Et tu sais, en anglais on dit trust the process. Je sais pas si t'as déjà entendu principe croire au process. Faut le faire, ça. Faut l'accepter un petit peu, tu vois. Et à un moment donné, c'est normal d'avoir des frustrations, je le comprends tout à fait. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment se dire qu'en réalité, les outils et le matériel qu'on a, c'est que des outils. L'outil principal reste nous-mêmes, en fait. C'est hyper intéressant. Mais c'est là où je trouve qu'il y a une grosse diff qui s'est fait. C'est que moi, je me suis imaginé vivre cette situation de confinement et de fermeture des salles sans coach. Voilà, je serais morte. Parce que là, je savais, entre guillemets, que le fameux trust the process, c'était ok, je trust mon coach, je sais qu'il gère. Je lui fais confiance, je suis persuadée de ses capacités à continuer à me faire progresser. Et juste, je me focalise juste moi sur ma motivation et l'intention que je vais mettre sur les choses qu'il va me donner. Et j'ai pas à réfléchir et à essayer et à douter moi-même des choses que je vais essayer de mettre en place. Non, quoi. c'est clair. Donc et ta charge mentale, elle est largement diminuée. Bien sûr. Et comme ta charge mentale est diminuée, et ben en réalité, toute l'énergie ou l'énergie en plus que tu as, tu peux te focaliser sur la tâche à accomplir.
Et c'est ça qui est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec ce qui se font et avec ce qui s'est mis en place, avec tout ce qui est les lives, les choses qu'on a mis. Et moi-même, j'en ai fait quelques-uns dans le but de faire bouger les gens, en essayant de les faire bouger le plus intelligemment possible. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre je suis derrière l'écran, je suis en train de coacher, il faut que je les fasse bouger. Et en même temps, en essayant de me dire, ok, sur du coaching en one-to-one, donc en visio, en groupe, c'était plus difficile à gérer. Par contre, en visio, en one-to-one, je me suis refocalisé. Je vais pas te mentir, les séances que je faisais à mes adhérents, que j'avais en coaching en distanciel, étaient assez chiantes. Pour moi, et je pense, pour eux, pas tant que ça finalement, parce qu'ils ont réussi à faire des choses qu'ils faisaient pas du tout dans les coachings qu'on avait en physique. Mais là, je reprends progressivement en salle et franchement, il y a personne qui a perdu, voire même il y a eu de l'amélioration et du plus. Mais en me refocalisant sur des choses peut-être différentes. Et surtout, comme tu disais, par rapport au coaching, je pense que c'est très important de faire les choses en se disant je vais mieux faire, que beaucoup de personnes qui se sont dit, pour compenser du fait de ne pas faire de sport, qui sont mis à en faire trop, dans tous les sens. Et au final, c'est cool, ils ont bougé, au moins ils ont fait l'activité physique, ils font pas partie des pourcentages des Français qui ont pris du poids ou qui se sont sédentarisés pendant le confinement, donc ça c'est génial. Par contre, pour certains qui ont un objectif précis, est-ce que vraiment ils sont en train de progresser ? En réalité, non. Donc effectivement, te faire suivre... Parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Ouais, ça sert à rien que je me fasse suivre, j'ai pas de matériel, donc je vais attendre que ça réouvre, je vais attendre que machin et tout, quand j'aurai du matériel. » Mais en fait, le matériel, il faut que les gens ils comprennent, en fait, c'est rien en fait. Ouais. L'équipement et le matériel, ce n'est qu'un plus. Nous, notre objectif, c'est comme MacGyver avec son couteau suisse. C'est-à-dire ton couteau suisse, c'est quoi ? C'est tes connaissances, tes méthodologies, ta vision de ton athlète, la vision de ce que tu as du corps humain, de la physiologie, des méthodologies. Un peu de créativité quand même. Et la créativité, il y a une partie quand même de créativité, de combiner du matériel existant, comme du mobilier, comme une paire d'élastiques, pour justement essayer d'avoir les bonnes intentions. Et en revenant, je vais juste rapidement revenir à la question du matériel. Vous avez, je pense, enfin, si on met de côté un petit peu le matériel en fonction de l'objectif du sportif, de l'athlète, est-ce qu'il y a quand même quelque chose, un matos de prédilection une paire d'anneaux. Une paire d'anneaux ? Ouais. Parce que c'est plus versatile qu'un TRX. Un TRX, c'est très bien aussi. Ah ouais, donc plus la paire d'anneaux que le TRX. Alors, en termes de versatilité, c'est-à-dire de ce que tu peux faire avec tout. Mais vas-y, dis-moi, Nico. Non, vas-y, finis, parce que ça dépend vraiment de la personne qui est en face de toi et de ses connaissances. Okay. Où est-ce qu'il habite, de plein de choses comme ça. Un débutant qui a accès uniquement à une porte, un TRX. Bien sûr. Donc, je te dis, moi, ce que je préfère, moi, personnellement, si je peux accrocher, je partirais sur une paire d'anneaux. Ok, si t'accroches, une paire d'anneaux. Mais le plus adaptable. Mais le plus adaptable est le TRX. Bien sûr, je suis d'accord avec lui. Mais une sangle de suspension, on va dire, que ça soit des anneaux ou un TRX, et après le choix se fait sur plein de choses, il se fait sur le budget, si tu peux l'accrocher, ce que tu as envie de faire avec, ok ? Sur ton environnement, quoi. Sur ton environnement. C'est vrai que, enfin, j'y réfléchis, en fait, il faut se dire que les anneaux et le TRX, c'est la même famille. C'est-à-dire que je dise anneau, TRX, c'est une sangle de suspension. Ouais. Elle est pas pareille, mais ça reste une sangle de suspension. Mais du coup, tu me coupes si je me trompe, mais je dirais peut-être plus un TRX pour les débutants. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Parce que c'est un truc très con, hein, mais les anneaux pour quelqu'un qui est un peu plus avancé, tout simplement parce que les anneaux, traction, quoi. Ouais. Exactement. TRX, tu fais du tirage, et pour un débutant plus, c'est bien. Même pour comprendre ton corps. Donc, débutant, sédentaire, tu vois, toutes ces gens qui se mettent au sport ou qui en fait un petit peu, le TRX s'adapte très très bien. C'est facile à régler. Voilà, et puis tu peux travailler un nombre de mouvements incroyable. T'as besoin que d'un point d'appui. C'est con, mais pour la tracher, t'as besoin de n'importe quel point d'appui, mais t'en as besoin qu'un seul. Les anneaux, t'as besoin de 2 points d'appui à une certaine distance, quand même, tu vois, plus ou moins c'est verticale. déjà un peu plus technique. Donc c'est un peu plus technique, mais après, oui. Bon, les bienfaits des deux sont dingues. Une sangle de suspension, TRX ou anneau. TRX ou anneau, en fonction de la versatilité de l'objet et de ce que tu veux faire avec, et de ton niveau, et de l'environnement, comme a dit Nico. Et après, je te mets l'élastique. En deuxième élastique, ça c'est sûr et certain. Premier même. C'est-à-dire que l'élastique, c'est premier ou deuxième. En réalité,
l'élastique reste moins cher et tu peux en avoir autant que tu veux, de résistances différentes, le mettre dans le sac, te balader avec. Tu peux faire ça aussi avec les anneaux et le TRX, mais anneau TRX nécessite un point de fixation. L'élastique nécessite pas forcément un point de fixation, même si quand tu peux avoir un point de fixation, c'est un plus pour l'élastique, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire avec. Ça t'ouvre encore d'autres mouvements, d'autres résistances, pas mal de choses, quoi. Donc, non, c'est... En minimaliste, extra minimaliste, voilà. Déjà avec ça, ouais. tu peux faire quand même énormément de choses. Franchement, tu peux suivre 3 mois quelqu'un à un certain niveau, évidemment. Et lorsque tu es accompagné, que tu as quelqu'un qui a de la créativité, que tu sais quoi faire, que tu sais comment faire, et ben c'est exponentiel ce que tu peux faire avec les deux. Ok. Et en termes, alors maintenant, dumbbell ou kettlebell? Ça c'est un débat, c'est un long débat. Ça va dépendre. Moi je suis fan de la kettlebell, notamment modulable, non pas parce que... Modulable, c'est-à-dire c'est une kettlebell et tu peux rajouter et enlever des poids. Voilà. Il y en a t'es pas obligé d'avoir 3, check. 4, 5 kettles. Voilà, elle se suffit elle-même, quoi. C'est un budget. Je suis fan, non pas parce que j'ai un partenariat avec Eric's Fitness, hein, pas du tout. Je suis fan parce que en termes de versatilité, là, on peut vraiment, on va de 12 à 32 kg. Donc 32 kg déjà, c'est déjà énorme. 12 kg, c'est même déjà très très bien, mais ça bouge. Tu peux faire énormément de mouvements. Par contre, il est vrai que la kettlebell nécessite quand même, notamment pour tous les mouvements balistiques et les mouvements dynamiques, d'une phase quand même d'apprentissage et même d'être un petit peu suivi ou d'avoir eu ton coach peut-être ou quelqu'un qui t'a un peu expliqué comment la manipuler, cet outil. Mais après, en l'utilisant comme un outil de soulever, tu peux faire des soulevés terre, faire des squats et faire des développés, etc. Donc ça c'est quand même cool. Le fait qu'elle soit modulable aussi, c'est cool. Après, la bonne vieille paire d'haltères, hein, c'est quand même moins cher. T'en as des modulables aussi. Hein. T'en as des modulables. En soi, hein, c'est vrai. Hein. Idéalement, il faudrait que ça aille au moins que ta paire d'haltères puisse aller à 20 kg. Parce que 10 kg, même x2, c'est bien. Mais bon, t'es vite limité quand même, hein, c'est une réalité. Ouais. 2 fois 20 kg, franchement, c'est top. J'ai quand même une petite préférence pour la kettlebell aussi parce que... C'est plus technique. Oui, mais justement, mais sur l'adaptation et sur... Ouais, l'instabilité, etc. Non, mais... Tu peux... le fameux bottom-up dont Tom est absolument fan, t'introduis de l'instabilité alors que sur une dumbbell, un petit peu moins, peut-être. Tu l'as moins. Mais est-ce que du coup, pour certains publics, introduire l'instabilité trop tôt n'est pas forcément une bonne chose? Ok, peut-être qu'on peut arriver sur la même dimension que TRX Anneau, en disant peut-être dumbbell pour plus débutant et kettlebell pour quelqu'un d'un peu plus expérimenté et plus d'expérience, quoi. Après, ça dépend aussi de... Tu vois, par exemple, j'ai des clients un petit peu débutants qui étaient fans de l'outil et tout, et qui voulaient essayer. Et comme je savais que ça allait leur plaire, cette nouveauté, et je les amène là-dessus. Donc après, il y a effectivement la part de mesure. Mais après, honnêtement, en deuxième choix ou troisième choix, parce qu'on pourrait dire que ces deux-là sont mixtes, moi j'adore. Pour moi, je me suis équipé de ça assez vite. C'est un sac de sable. Ah ouais. Des sandbags. Parce que c'est énorme ce que tu peux faire avec. En fait, c'est un équipement qui est sous-coté. Largement. Ouais, tu vois, j'aurais pas pour ce que c'est pas très cher, parce que en général, t'achètes que le sable, tu rajoutes. Putain, tu me l'as pas fait acheter, quoi. Non, mais parce que toi, la problématique, c'était que t'étais en appartement, et en appartement, à un moment donné. Porter ton sac et puis, sur place, ton sac de sable de 50 kg, le porter. Ouais, j'avoue. Chaud. Mais après, nous, on devait choisir par rapport aussi à ton objectif. C'est vrai, moi je faisais... T'étais quand même beaucoup fixé sur gym et haltéro. Ouais, complètement. À ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un équipement sous-coté. C'est un équipement qui est vraiment sous-coté. Mais... Moi j'ai kiffé l'avoir pendant le confinement. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Et outre mon protocole de pistol, mine de rien, je pense que ça a aussi permis de maintenir, voire même d'évoluer ou de développer mon niveau de squat. Ok. Ça t'apporte d'autres bénéfices, quoi. Travail de corps, énormément. On en parle. C'est très versatile aussi, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des épaulés avec, tu peux marcher avec, tu peux faire des squats avec. Le fait que tu doives t'adapter à la bizarrerie, si tu veux, de l'objet. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Mais, voilà, y en a pour oui qui, et non, en fait, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a peu de risques de se blesser avec un sac de sable. Parce qu'en fait, si t'arrives pas à le prendre correctement, il bouge pas en fait et tu soulèves pas. Donc, mais effectivement, comme tout, ça demande un petit peu d'apprentissage. Et après, ça dépend de l'environnement. Si t'es en appartement,
Les voisins vont pas être. Puis tu me diras la kettlebell pareil, moi je l'ai fait passer à travers le plancher ma kettlebell de mon balcon. Donc voilà quoi. Mais non après. Comme quoi on peut s'adapter avec différents matos, tu vois. Bien Ça sûr. aussi, c'est si tu as l'habitude de travailler en machine, par exemple, ceux qui sont fans de salles de muscu, tous ceux qui travaillent en machine ou autre, ça peut être aussi une possibilité d'apprendre un autre outil de travail, tu vois, un autre outil d'entraînement qui va t'apporter aussi beaucoup de bénéfices. Plein de vois, choses que tu travailles pas avec que des tu machines. travailles pas quoi. avec des machines, quoi. Tu vois, Justement, tout ça, ce travail d'instabilité que tu dois jamais avoir quand tu es sur une machine. Enfin, Ça dépend je dis quel type de machine, mais effectivement, t'en as très peu. Toutes les machines guidées, en général, cette notion d'instabilité, à partir du moment où t'es figé dans un rail, c'est ouais, sûr. tu l'as perdu, quoi. Tu l'as perdu. Mais après, honnêtement, moi aujourd'hui, c'est ce que je pense. Je sais que tout le monde peut pas le faire, et je pense qu'il faut avoir un certain niveau d'expertise et un certain niveau de discipline pour pouvoir le faire. Mais à terme, si t'as pas forcément besoin d'être coaché ou si tu as acquis suffisamment d'expérience et de connaissances, avoir ta salle à domicile, c'est un plus de ouf. C'est-à-dire que dans le principe d'adaptation et de mindset, c'est un plus de ouf. Pour les gens qui sont un petit peu moins avancés, moi je les inviterais à avoir quand même un minimum de matériel à la maison, confinement ou pas confinement, pour pouvoir ne pas avoir d'excuses de j'ai pas le temps d'aller à la salle pour faire ma séance de sport, pour ceci, pour cela. Je pense que c'est assez pratique, ça te permet une certaine liberté et ça te permet de continuer à bouger, continuer à t'entraîner malgré le fait que t'aies pas forcément d'équipement ou... Alors, je suis d'accord avec. Ouais, t'es oui d'accord et et pas non. d'accord. Non, mais je sais Ouais. que... Oui et non, Moi, je parce suis pareil. que Après, ça dépend. avoir un peu de matos chez soi, c'est très bien. Pour dépanner. Pour dépanner. Maintenant, là, je vais parler perso. Chez moi, c'est chez moi. Et aller dans une salle pour m'entraîner, tu vois, je change de mode. Exactement. Dans ma tête, je change de mode. Je me mets en mode Je suis complètement training, d'accord. quoi. J'y vais. Tu vois, je suis vraiment... Et ça, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Tu vois, voilà. C'est comme le télétravail. Je suis complètement d'accord. Il y a un moment donné où... moi, la première qui suis absolument passionnée par mon sport et qui trouve toujours des solutions pour s'entraîner partout et qui a investi pas mal de thunes dans du matos. Carrément beaucoup, même, je trouve. Oui. Non, c'est... Ouais. Mais ça n'empêche que, moi, à partir du moment où j'ai pu réavoir accès à une salle, je suis retournée en salle. Ouais, parce que il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce côté, justement... tu te mets, voilà, je vais à la salle, je vais pour m'entraîner. Il y a la déconnexion qui se fait sur le temps du trajet, le moment où je commence à me mettre dans mon entraînement, et c'est mon temps pour m'entraîner. Il y a une autre dimension qui est, même si je suis très autiste quand je m'entraîne, et genre j'ai ma musique, je suis pas du tout du style à parler et à taper la discute entre chaque série. Bah, il y a la dimension sociale qui est non négligeable, et d'être entouré de gens qui sont passionnés comme toi et qui s'entraînent comme toi. Je trouve que voilà, c'est une émulation, une passion et un dynamisme que tu peux pas retrouver tout seul dans ton appart. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Donc pour dépanner, ouais. Sinon, j'avoue que moi-même à terme, j'irai toujours dans une salle, quoi. Avec vraiment entraîner rien qu'à côté de personne, en fait. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est peut-être pour changer juste, ton environnement, quoi. Ouais. Après, moi, je voyais pas ça comme vous, c'est-à-dire que 100% l'un ou que 100% l'autre. Je disais, pour moi, c'est primordial parce qu'en fait, tu t'achètes une liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours le même principe, on sait pas de quoi demain est fait. Et en réalité, je suis pas en train de dire que les salariés ne verront pas, loin de là, hein. Mais on sait pas de quoi demain est fait, et en fait, la capacité de pouvoir être indépendant, pour moi, c'est une liberté que tu t'achètes. C'est-à-dire que te lever le matin, à pas avoir le temps, parce que même si je sais que le temps n'est pas une excuse, étant donné qu'en fait on peut trouver le temps, mais lorsque ton temps est très compté, bah effectivement qu'il y a du temps mort et du temps latent que tu perds moins en étant chez toi à domicile qu'ailleurs. Moi je suis pas en train de dire de switcher complètement vers du domicile, d'arrêter d'aller en salle ou de faire que de la salle, mais l'idée c'est toujours comme tout de trouver un équilibre entre ces choses-là, et je pense que on verra, mais pas tout le monde, effectivement, parce qu'il va y avoir des gens plus comme toi, Elé, ou comme toi, Nico, qui ont besoin du contexte et du climat de la salle, mais tu verras que plus ça va avancer, plus les gens trouveront un équilibre entre cet entraînement un petit peu une fois de temps en temps chez eux, une fois de temps en temps, et une fois de temps en temps
à la salle. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ont pris de nouvelles habitudes. Hein. C'est ça, c'est les habitudes. Ça, c'est certain, C'est que ce les soit via habitudes. l'écran, tu as des cours à Bien sûr. distance, qui ne reviendront plus en salle pour les cours collectifs, mais aussi pour les entraînements en pur perso. Ça, il y aura un réel changement là-dessus. Quoi. Ça dépend beaucoup du profil de l'athlète. Bien je sûr, pense. je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que quoi qu'il arrive, dans l'un ou dans l'autre, ce qui est important, ça reste quand même l'accompagnement. Mm. Parce que ça te permet quand même de diminuer ta charge mentale, comme on a dit, Bien sûr. et de te focaliser sur la tâche à accomplir. Ouais, c'est incomparable. Moi qui ai commencé entre guillemets toute ma vie de sportive à m'entraîner seule, à partir du moment où j'ai commencé à être suivie par un coach, le tout premier c'était pas toi Tom, c'était un coach spécialisé en haltéro, où j'ai fait pendant, je sais pas, peut-être un an et demi, que de l'haltéro, pur haltéro. Et à partir du moment où j'avais voulu me lancer dans cette discipline-là, on sait qu'on peut pas y aller sans coach, Bien parce sûr. que c'est beaucoup trop technique, beaucoup Ouais. trop complexe. Mais à partir du moment où j'ai goûté en fait au coaching, juste tu peux pas revenir en arrière. Parce que en fait, après, tu te rends juste compte que tout ce que tu as fait avant, même si j'étais très curieuse, je lisais beaucoup, j'essayais de bien faire, et je m'entraînais pas trop mal par rapport à ce que tu peux voir de temps en temps dans des salles, bah c'est un métier de coacher, quoi. C'est un L'œil métier. extérieur est important, quoi, parce que tu ne vois pas forcément faire le mouvement. Et quand tu as quelqu'un Mais externe qui même te là, dit... au-delà de ça, c'est même pas juste l'exécution du mouvement, parce que si t'es pas trop bête, tu te filmes, Mhm. et si t'as une bonne notion, et tu regardes, tu compares, et tu vois quand il y a des problématiques, c'est juste les connaissances sur les protocoles d'entraînement, sur les adaptations à faire, sur tes points Bien faibles, sûr. et sur... en fait, t'as ton plan d'entraînement, tu vas à la salle, tu t'entraînes, point barre, tu réfléchis Ouais, pas, ouais, quoi. complètement. Charge mentale, c'est pas... Mhm. Et puis t'as confiance, t'as pas de doute, tu doutes pas. Tu fais ton programme, tu doutes pas parce que t'as confiance dans ton coach, tu sais que c'est son métier, tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il va te faire progresser, et puis point barre, quoi. Bon, là, on est complètement hors sujet, mais... Mais dans se faire coacher, c'est aussi se former. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu disais. Exactement. C'est que je pense que, et Nico, ça lui est arrivé, moi ça m'arrive aussi très souvent, peu importe les domaines, là on parle de l'entraînement, on parle du sport, mais peu importe les domaines, je pense qu'en fait, une forme d'intelligence, c'est d'être capable en fait de payer pour se faire coacher et se faire former. Mm. Peu importe le domaine dans lequel tu veux. Parce qu'en réalité, c'est une plus-value qui est énorme et peu importe ce que ça te coûte, oui, c'est financier. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une expérience, c'est une acquisition de connaissances qui est tout simplement exponentielle et qui va te permettre de te rapprocher de tes objectifs, que ce soit aussi bien des objectifs personnels, professionnels ou sportifs. Non, je suis complètement d'accord. Et nous-mêmes, on se fait coacher, Oui, les coachs sont des Bien coachs sûr. et c'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Donc, non, je suis complètement d'accord. Si vous aviez, pour conclure cet épisode, si vous aviez peut-être un seul conseil à donner ou un point essentiel sur des trainings ou sur les entraînements en adaptation sans accès en salle, ou je sais pas, quelque chose que vous avez retenu de vos expériences de cette année écoulée. Ouais, moi je partirais sur la créativité. La créativité, le fait de regarder son environnement et de se rapprocher au mieux de ce que tu peux faire en salle en fait. Tu vois, comment tu peux faire une traction avec ce que tu as, avec ce qui t'entoure. Comment tu peux faire un squat. Comment tu peux t'entraîner, si tu veux, avec ce que tu as autour de toi. Et franchement, j'ai été épaté parce que dans nos élèves, tu as certaines nanas qui ont fait... On est très créatif. qui ont été hyper créatives, quoi, Bien sûr. tu vois. Et là, et pour le coup, on est vraiment dans l'adaptation, ça veut dire qu'elles se sont adaptées à ce qu'elles avaient autour d'elles, quoi, tu vois. Et moi, ce serait vraiment la créativité. Voilà, de pas rester, comme j'ai pas de banc, je peux pas faire tel ou tel exercice. Peut-être qu'une chaise, un canapé Bien sûr. peut suffire amplement à faire ton exo, quoi, tu vois. Voilà, ce serait ça. Pour rebondir sur ce que disait Nico, oui, effectivement, la première chose, c'est l'adaptation à l'environnement et l'utilisation de son environnement de manière détournée. C'est-à-dire que souvent, on voit ce qu'on voit et on voit ce qu'un outil est censé faire, parce qu'on sait que une pelle, c'est censé creuser,
mais on voit pas ce qu'on peut en faire. Ouais. Et en réalité, on peut détourner cet outil pour faire plein de choses. Il peut prendre l'exemple de chaises, tu peux prendre 2 chaises, un balai, et 2 chaises et un balai, tu as un tirage inversé. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends un balai. Ta barre à dips. Tu prends 2 chaises, t'as ta barre à dips. Des T'as parallèles. de quoi faire des tuxis, t'as de quoi faire des dips, t'as des parallettes. Tu prends un balai et tu rajoutes 2 packs d'eau de chaque côté, 1,5 litre x 6 de chaque côté, boum, tu peux te faire un développé militaire avec tes 2 packs d'eau et ton balai par exemple. Quitte à rajouter du scotch au taquet pour que ça soit... Il y a une possibilité qui est infime d'adaptation, mais en fait pour moi cette adaptation et cette créativité dans l'adaptation, elle vient d'abord de s'adapter au niveau du mindset. Le Parce point qu'en fait, tu finaux. t'adaptes à ton environnement et tu regardes ton environnement d'une façon différente. Alors, il y a des gens pour qui c'est plus parlant que d'autres, ça c'est sûr. Mais de toute façon, dans la vie, il faut essayer de regarder. Les enfants savent le faire. Regardons nos enfants, comment ils font. Et ils trouvent des outils qui servent pas du tout à leur action première. Et ils arrivent à la détourner. Je pense qu'il faut essayer d'avoir cet esprit créatif pour pouvoir adapter différemment notre matériel et notre environnement. Et en plus de ça, je pense qu'il faut faire 2 ou 3 étapes qui sont revoir ses objectifs, c'est-à-dire relister ses objectifs, essayer de voir ceux qui sont le plus potentiellement atteignables dans les conditions actuelles, mettre un focus là-dessus, et essayer de lister aussi par rapport à ces objectifs, que ça soit du matériel qu'on a besoin d'acheter ou du matériel qu'on peut détourner à côté de nous, comment on peut réorganiser notre environnement ou comment on peut réorganiser notre équipement. Donc ça rebondirait un petit peu sur l'étape 2 qui était l'étape 1 de Nico. Et au final, il faut quand même un petit peu faire preuve de discipline. Ok. Je pense que c'était une bonne conclusion. Le petit mindset qui revient sur Ouais, la fin. ouais. Le mindset. Le mindset. Merci Tom, merci Nico. Je t'en prie, Hello, merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À très vite, j'espère. Salut! Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite!